Ça tourne. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle séance donc de yoga de l'énergie du mois de juillet consacrée donc à Roger Clair, à des séances écrites par Roger Clair. Installe-toi confortablement. On va d'abord commencer, une fois n'est pas coutume, par discuter un peu, enfin surtout moi, ça va être un monologue, pour voir un petit peu de contexte. Roger Clair, donc, c'est le chef de file de ce yoga de l'énergie. Yoga de l'énergie, c'est un peu un pléonasme en définitive, mais tout ça pour dire que, en fait, l'idée du yoga de l'énergie, c'est de mettre l'énergie vraiment au cœur de la pratique. Pas le psychisme, pas le corps, mais l'union entre les deux et cette circulation entre guillemets énergétique, faute d'un meilleur mot, ce fluide, cette matière, ce principe en fait qui nous anime et qui anime la vie. Hein. En français, on utilise ce mot donc énergie. Et yoga de l'énergie a pour but principal de faire percevoir physiquement, réellement, cette circulation de l'énergie en nous et qui rend en fait tout possible. Hein. Le fait de respirer, les palpitations cardiaques, le tractus digestif, etc., etc. Voilà, tout ça c'est animé par un carburant, cette énergie. En fait, ces deux séances que je vous propose, donc celle qu'on a faite la fois précédente et celle de maintenant, sont tirées d'un bouquin de Roger Clair qui s'appelle, comment il s'appelle, Le Petit Poussé. Euh, voilà, petit poussé, un chemin pour l'ère nouvelle. Voilà. Donc il y a une longue préface de Roger dans laquelle il explique le pourquoi du petit poussé. Au-delà effectivement de progresser pas à pas, il y a tout aussi un aspect un petit peu symbolique, c'est-à-dire c'est celui qui cherche quelque chose. Pour le yoga de l'énergie, cette volonté donc de chercher, se mettre sur le tapis, non pas pour faire des choses, mais plus pour chercher à avoir plus de conscience, en quelque sorte, à habiter son corps et à vivre cette vie de manière beaucoup plus présente. Voilà. Donc, ce bouquin sont des leçons qui sont parues en 1992 et je pense que ça a été rédigé autour de 1990. Donc, c'est plutôt vers la fin de la vie de Roger, qui est décédé en 93. Et, et donc, il avait déjà écrit pas mal de bouquins par rapport avant tout ça. Et pourtant, il a choisi de revenir sur un bouquin dans lequel il donne des leçons de yoga et des leçons destinées vraiment à des débutants. C'est ce que je vais vous lire maintenant. Les 30 leçons qui vont suivre n'ont rien d'absolu, ne sont pas limitatives, donc toujours pareil, on pose des choses. Elles doivent être considérées comme une aide pour le débutant, vraiment, afin de lui fournir des éléments d'un entraînement progressif. Hop. Ces 30 leçons sont donc conçues comme un guide non rigide, mais susceptible de transmettre une expérience de plusieurs décennies dans cet enseignement. C'est-à-dire qu'avant, dans la préface, Roger Clair explique un petit peu tout son parcours, et lui, il pratique ça depuis les années 30. Donc ça fait quand même une bonne cinquantaine d'années qu'il en a sous la pédale, et qui donc il transmet ça, et il revient donc sur des bouquins qu'il a écrits en disant, en mettant ce bouquin-là, en précisant, elles comprennent l'entraînement progressif agissant sur tous les plans de la personnalité. C'est ce qui caractérise la pratique du yoga et spécifiquement donc du yoga de l'énergie. Cependant, ces leçons font partie du premier degré de l'enseignement du yoga de l'énergie. Il y en a 3 en tout. Les exercices sont donc principalement axés sur un travail qui va concerner en priorité le corps physique, en relation bien entendu avec le souffle et le mental. Donc, premier degré du yoga de l'énergie, on s'intéresse avant tout au corps physique. Mais, comme vous le savez déjà, donc, toujours le geste qui se pose sur le souffle et le mental qui agit, non pas comme un dictateur, mais vraiment comme un ordinateur qui vient processer les informations et qui nous aide justement à donner un sens à notre travail. Ces leçons sont conçues pour durer 1 heure ou 1 heure et demie. Le pratiquant allongera plus ou moins telle ou telle partie de la leçon suivant le temps dont il dispose et aussi suivant qu'il voudra travailler plus ou moins un élément précis. Et ensuite, pourquoi est-ce que ce qu'il présente ici est révolutionnaire? Pourquoi, après avoir écrit X bouquins, plutôt à la fin de son expérience dans ce corps-là, il choisit d'en écrire encore un? Eh bien, c'est l'utilisation dès les premières leçons. Donc, bouquin pour les débutants, et dès les premières leçons, on utilise des données intéressant le plan subtil du mental. Considérant l'importance de ce dernier et sa relation tant avec le corps dense qu'avec le souffle, pourquoi ne pas s'en servir davantage le plus tôt possible? Comme chacun le sait, ce qui spécifie la pratique du yoga à la différence d'autres disciplines, c'est la simultanéité de la conscience du corps, de la respiration, et donc l'intervention conjuguée du corps, du souffle
et du mental. Le mental n'étant pas celui qui décide, entre guillemets, et toutes ces pensées dont on devient esclave, mais le mental, c'est vraiment un ordinateur qui traite des informations. Donc, c'est en ça qu'on utilise le mental, nous, en tout cas, dans le yoga de l'énergie. Donc, en fait, voilà, par rapport au bouquin dans lesquels il donnait déjà des leçons, Roger Clair, eh bien, il a réécrit ce bouquin avec une construction de séance qui est assez différente de ce qu'il propose au préalable, précisément pour ça, pour être encore plus efficace que ce qu'il avait proposé jusqu'à présent. Donc, avec toute son expérience, en fait, il se rend compte que eh bien, ce qu'il avait fait, c'est bien, mais il y a moyen d'optimiser et il a construit des séances. Donc là, ça peut t'intéresser, toi qui es juste pratiquant, mais je m'adresse aussi donc aux enseignants qui nous regardent. La construction des séances dans ce bouquin suit 7 blocs, 7 étapes. On commence par une détente. Ensuite, on va lier le geste avec la respiration. Après, il y a une partie de recentrage. Ce qu'il appelle le recentrage, ça va être le moment où on va utiliser justement le mental pour prendre conscience d'une zone en particulier. Cette fois-ci, dans cette séance-là, on va plutôt s'intéresser à l'espace du cœur, qui, pour Roger Clair, est le chef de l'être humain, le centre d'un être humain. La fois précédente, on s'était intéressé plutôt à ce qui se passait dans la tête, avec l'ambiance frontale et la perception, donc la concentration, le recentrage sur la présence à l'ambiance de la tête. Donc, troisième partie, recentrage. Quatrième partie, respiration. On va développer les capacités respiratoires. Cinquième partie de la posture pour mobiliser le corps. Sixième partie, tonification. Et septième partie, retour au calme. Et on revient sur un travail, toujours pareil, de liaison entre la respiration, le mental, le regard intérieur et les plans subtils. Donc voilà, en fait, toutes les leçons qui sont comprises dans ce bouquin respectent donc cette architecture avec ces 7 étapes. C'est ce qu'on a fait déjà la fois précédente. Et là, je t'explique un petit peu la manière dont ça fonctionne et le pourquoi est expliqué donc dans cette préface. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui va concerner la partie blabla. Pour le contexte. Juste, cette fois-ci, donc, on va travailler sur la 7e leçon. La dernière fois, on a fait donc la 6e leçon, et cette fois-ci, la 7e sont des leçons qui sont un peu intermédiaires. Il y en a quand même 30, et on est juste à la 7e, donc on n'est même pas à un tiers. Hein, et n'oublie pas, c'est un bouquin pour les débutants. Voilà. Et déjà, la dernière fois, ce que Roger Clair demande de vivre sont quand même des expériences qui ne sont pas forcément intuitives ou évidentes. Pour lui, quoi qu'il en soit, quand il nous donne une leçon, il nous dit, voilà, cette leçon, voilà, je te la mets là. Et tu la pratiques tant que tu n'es pas à l'aise. C'est-à-dire, je ne fais pas une leçon, puis je passe à la suivante, et la suivante, et la suivante, comme je lirais un chapitre d'un bouquin. C'est un bloc de travail, tu travailles avec ça, et quand ça, c'est à l'aise, eh ben, tu passes à la suivante. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi des leçons qui ne sont pas tout à fait au début du bouquin, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on pratique ensemble, mais pas trop avancées non plus, parce que sinon, ça sera vraiment difficile d'accès, aussi bien physiquement que dans ce travail donc, de concentration et de recentrage donc, du mental, avec notamment cette notion du regard intérieur qui monte et qui descend, comme on a fait la dernière fois, et qu'on va encore refaire aujourd'hui. Voilà, donc dans cette leçon numéro 7, on s'intéresse donc aussi à l'espace du cœur, qui correspond donc à l'organe de la saison, puisque nous sommes en été, donc c'est bien organisé ça quand même. Et on commence par la position de détente, mais dans la position assise. Et dès le début, donc, Roger Clair, là, insiste là, sur la position assise et l'importance des genoux. Voilà. Il nous explique qu'on ne sait pas assez, on ne sait pas en fait, que les os du corps ne vieillissent pas tous à la même vitesse. Les os qui sont le mieux entretenus dans notre squelette sont les os de la cage thoracique parce qu'ils sont sans arrêt mobilisés par le mouvement de la respiration. C'est aussi là qu'il y a beaucoup d'oxygène, il y a beaucoup de sang, puisque c'est la présence du cœur et des poumons. Donc, quelque part, ce sont les os qui sont le plus mobilisés. C'est le mouvement qui permet justement l'entretien de la vie. Et puis, eh bien, ils sont mobilisés en permanence. Et puis, ils sont riches en oxygène et en sang. Donc, ce sont ceux qui sont le mieux entretenus. En revanche, les genoux, à 40 ans, eh bien, ils sont plus ou moins vieux en fonction de la manière dont on les a entretenus, la manière dont on les a utilisés. Donc, dans cette position assise, Roger nous explique que, eh bien, il faut prendre soin de ses genoux. Il faut être vraiment vigilant. Donc, on va juste prendre encore quelques minutes pour travailler cette position assise. Donc, ceux qui sont plutôt en Vajradhana avec les bancs de méditation, vous restez comme ça, pas de souci. Et pour les autres qui veulent travailler justement cette position assise en tailleur, on va prendre un petit instant pour comprendre cette notion donc du tailleur ou de la posture donc qui est dite
de l'élève, là, Siddhasana, où les pieds sont comme ça. Voilà. Ce qui est important, effectivement, c'est que pour que les genoux se rapprochent du sol, voire viennent en contact avec le sol, on va chercher avant tout à s'élever. Voilà. Donc, on va utiliser des blocs. Tu vois, si je veux me mettre dans cette posture-là, je me mets un petit peu de profil pour toi. Tac, tac. Si je me mets comme ça, mes genoux, ça va, parce que j'ai quand même pas mal bossé, mais ils ont plutôt tendance à être ici. Et là, lorsque le genou est en suspension, ça ne va pas, parce que ça met des tensions ici, et ça vient mettre une sorte de petite, avec le poids différent du fémur et de la jambe, ça vient mettre des tensions, des sortes de petites rotations internes entre le tibia et le fémur, et ça, on ne veut surtout pas. Parce qu'en fait, le genou est une articulation qui a 2 degrés de liberté. C'est-à-dire que je peux fléchir, c'est-à-dire la jambe, le mollet revient vers le fémur, ou je peux étendre le genou. Flexion, extension, flexion. Il y a aussi un peu de rotation externe, rotation interne, mais c'est très très faible. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible mécaniquement lorsque la jambe est tendue, en extension complète ou en flexion complète, il n'y en a pas. En revanche, c'est dans les demi-flexions qu'on a un petit peu de rotation interne, de rotation externe, c'est-à-dire c'est grosso modo le tibia qui vient tourner un tout petit peu de quelques degrés sur le fémur. Dans la position assise, en fait, ce qu'on veut justement, c'est limiter ce mouvement-là de la rotation externe. C'est lui qui vient abîmer les genoux. En fait, quand on veut que les genoux aillent vers le sol, c'est pas tant ça qu'il va falloir assouplir, c'est pas les ligaments de genoux qu'il va falloir distendre pour que ça descende, mais c'est l'articulation de la cheville pour que ça puisse venir comme ça, et c'est surtout l'articulation de la hanche. On va chercher à mettre en place une rotation externe du fémur. Tac. Voilà. Et c'est ce mouvement-là, cette rotation externe du fémur, qui va permettre de rapprocher du sol. Donc, quand tu n'as pas trop l'habitude et que tu es un débutant, tu prends des blocs, des coussins, ce qu'il faut, quelque chose de relativement rigide. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas souple du tout. Je suis toujours pas souple, mais j'ai progressé. Et donc, quand tu commences, eh bien, tu prends ces blocs, n'hésite pas, et puis tu viens, tac, si je suis comme ça, là, tu vois, dans un tailleur, mes genoux, ils sont un peu en l'air. Par contre, si je me monte bien comme il faut sur mes 2 briques, et là, hop, tagada, voilà. Mes genoux, ils sont bien posés au sol, tranquillement, de profil, hop, de face, ça donne quelque chose comme ça. Et je suis dans cette posture, donc, on appelle de l'élève, Siddhasana. Voilà, où les talons sont ici. Et du coup, mes fesses peuvent être bien posées, bien tranquilles, et je peux venir mettre en place cette légère cambrure de mon dos de manière à redresser mon tronc. Tu vois, si j'enlève mes blocs, eh bien, je me retrouve, tac. Voilà. Et là, c'est pas idéal. Alors, à la rigueur, si tu n'es pas trop loin du sol comme moi, tu peux éventuellement venir soutenir en mettant tes blocs ou des coussins ici, de manière vraiment à ce que ça puisse lâcher. Voilà. C'est ça qu'on va chercher, toujours pareil, la détente progressive. Et ensuite, au niveau du dos, donc, eh bien, il faut que les jambes, soit on est dans cette Siddhasana, soit on est dans cette position du tailleur, où les jambes sont un peu plus éloignées du pubis. Elles ne sont pas collées contre le pubis. Elles sont vraiment éloignées un petit peu, et je rapproche les genoux l'un de l'autre, de manière, tu vois, à ce que mes genoux ou mes tibias viennent se poser sur mes pieds. Donc, ça m'évite de mettre les briques, parce que j'ai travaillé suffisamment ce mouvement de rotation externe de mon fémur pour faire en sorte que mes genoux ne sont pas là. Donc, si mes genoux ils sont là, eh bien, je vais les mettre des cadres. Et ce n'est pas un problème. Ça viendra progressivement. Ça se travaille. Ce travail, il se fait notamment avec cette position-là, de chercher à ouvrir la rotation externe. Donc, tu t'installes, genou plié comme ça, et puis tu vas pousser avec ta main sur le dessus du fémur, en fait, pour non pas pousser loin, mais pour faire tourner. Et avec l'autre jambe, tu peux revenir, ramener comme ça, et tu pousses avec ta main pour mettre en place ce mouvement du fémur qui vient rouler vers l'extérieur. Voilà. C'est comme ça qu'on peut progressivement travailler donc cette ouverture de la hanche pour arriver très progressivement, bien sûr, à ces positions en tailleur, voire au demi-lotus ou au lotus en fonction des possibilités des gens. Voilà, donc ceci étant dit, trouve
pour toi la position qui fonctionne aujourd'hui, dans la position donc assise. On va faire cette détente de début de séance en assise, avec les blocs sous les fesses ou pas, avec les blocs sous les genoux ou pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que lorsque tu es installé dans cette position, eh bien ton dos va pouvoir trouver la rectitude. Et ça se fait d'abord en plaçant le bassin. Comment mieux vivre les choses? Eh bien, en faisant le contraire. Donc, pour chercher la rectitude, qu'est-ce que je fais? D'abord, je me laisse m'affaler, je m'enroule. Vraiment, je m'avachis sur ma position. Et ensuite, je vais mettre en place cette petite, donc, antéversion du bassin. Je pousse mon pubis vers l'avant, je pousse mes ischions dans le sol, hop, ça redresse. Et ce mouvement du bassin vient placer tout le bas de mon dos. Et ensuite, les mains se posent où elles peuvent se poser, tant que c'est confortable et surtout que les épaules sont relâchées. Et là, j'ai ce petit mouvement de la nuque, très léger, c'est juste la tête qui pivote sur la colonne cervicale, c'est pas la colonne cervicale qui pivote, parce que là, j'ai perdu l'allongement, c'est vraiment juste la tête qui pivote en haut de la colonne cervicale pour venir, clac, étirer, redresser tout le haut du dos. Et là, je suis dans la position et je cherche, une fois que j'ai trouvé ça, le relâchement, en maintenant donc la posture érigée. Voilà, donc installe-toi, prends le temps de t'installer dans cette position-là, en mettant en place tous les ajustements dont tu peux avoir besoin. Et une fois que tu y es, eh bien, tu pourras fermer les yeux, procéder à ce petit geste du mental qui m'est cher en début et en fin de séance. Cette fois-ci, ça consiste à couper avec tout ce que j'ai à raconter, avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera ensuite, de manière vraiment à te rendre pleinement présente, pleinement présent à ce moment, physiquement et mentalement. Et toujours pareil, ça passe par l'observation de la respiration le long de tes narines. Inspire, expire, inspire, expire. On est donc dans le bloc détente. Donc même si, contrairement à d'habitude, on n'est pas allongé, où c'est quand même plus facile de se détendre, là on cherche cette position, donc érigée, à être le plus détendu possible. On ne peut pas être parfaitement détendu comme on l'est en Shavasana, puisqu'il faut quand même maintenir un minimum de tonus pour garder eh bien, cette colonne vertébrale bien érigée. Mais tu viens détendre tout ce qui est possible de détendre. Et tu vas venir chercher l'aisance. Plus tu vas mettre en place de l'aisance, plus tu vas détendre les zones qui sont un peu inconfortables, et plus ça t'aidera à avancer et à transcender douleur, inconfort, tension. Forcément, Rome ne s'est pas faite en un jour, ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain, c'est la répétition progressive, avec patience, avec persévérance, qui permettra d'avancer, comme pour tout. Une fois que dans ton corps tout est bien détendu, viens vérifier les petits points de détail comme les mâchoires, les sourcils, les paupières qui sont juste posées l'une contre l'autre et pas crispées. Et puis reviens dans l'observation de l'écran frontal dont on a parlé à la fin de la session précédente, comme si tu étais installé au centre de ton crâne et que tu regardais ce qui se joue sur l'écran de ton front à l'intérieur du crâne. C'est ton regard intérieur, ton regard subtil, qui est ici mobilisé. À
Après quelques temps passés au niveau de la conscience sur le frontal, eh bien, tu reviens mettre en place ce mouvement du regard intérieur en déplaçant ta conscience de haut en bas à l'expiration, lorsque tu expires ou lorsque ça expire plus exactement, puisqu'on est sur la respiration naturelle. Lorsque l'expiration se manifeste en toi, eh bien, tu laisses ta conscience descendre depuis le front, dans tout ton corps, en adaptant la vitesse de déplacement de ta conscience pour arriver à la base de ta colonne vertébrale, au niveau du plancher pelvien, en fin d'expire. Il y a peut-être un petit temps de pause à vide. Et lorsque l'inspire se manifeste, eh bien, ta conscience remonte avec l'inspiration pour terminer en haut, dans la tête, en fin d'inspire. Et il y a peut-être un petit temps de suspension poumon plein. Voilà, cet exercice permet de venir stabiliser, calmer le mental et de venir accéder à ton espace intérieur. Tu es donc en position assise, tes bras sont tendus mais pas complètement, pas raides en fait. Ils reposent sur les genoux pour que les épaules puissent se relâcher et se détendre. Ton corps est stable et le mental est calme et apaisé. Et lorsque l'attention se maintient sur l'écran frontal, eh bien la respiration naturelle va s'effectuer sans qu'on ait à intervenir, sans même qu'on en ait conscience. Comme je le disais dans la séance précédente, c'est une sorte de reset, une remise à zéro lorsqu'on vient se concentrer sur l'écran frontal. Et lorsque tu viens porter une partie de ton attention, de ta conscience sur cette respiration naturelle réflexe, eh bien c'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Ça respire automatiquement, mais toi tu es conscient, consciente de ce phénomène-là. Et l'idée c'est de s'entraîner à prendre conscience de la respiration, qui se fait ainsi, elle est régie par notre système nerveux. Et donc, l'idée, c'est qu'on prenne conscience de ça sans que ça intervienne sur le rythme. Notre système nerveux, il sait parfaitement ce qu'il a à faire. C'est souvent le mental, il veut intervenir, il veut agir un petit peu. Ah, je veux que ça aille un peu plus loin, je veux que ça aille un peu moins loin. Non, on laisse faire. Et là, l'idée, c'est comme si l'attention, en fait, elle était au second plan de la conscience, comme si on était un témoin, un observateur. Et on regarde cette respiration naturelle sans agir dessus. Roger Clair nous dit que cette réalisation de l'état de témoin, d'observer sans agir, est très importante et elle est délicate à obtenir. C'est réaliser l'état de témoin objectif. En d'autres termes, obtenir que le spectateur soit dissocié du spectacle. Comme son nom l'indique, le spectateur, il est spectateur, il n'est pas acteur. Il ne joue pas le spectacle, il est là pour observer. C'est la condition sine qua non pour réaliser l'objectivité. Être objectif, c'est être parfaitement factuel, sans intervention dessus. Cet entraînement subtil se place tout au début pour Roger Clair. Le pratiquant doit s'y astreindre dès les premiers pas, s'il ne veut pas courir le risque en passant outre de ne jamais pouvoir sentir cette subtilité et de ne pouvoir revenir en arrière ensuite, manquant donc l'occasion d'acquérir cette objectivité indispensable à la fois à la pratique du yoga, mais surtout à tous les bénéfices que le yoga peut nous apporter dans le reste de notre vie. Roger Clair fait ensuite l'analogie avec cette période-là, donc en début de la pratique du yoga, et avec les enfants, lorsqu'ils acquièrent donc des compétences, lorsqu'ils sont curieux, quand ils sont jeunes, ils découvrent le monde, ils font plein de mouvements, et bien si on les empêche de faire un certain nombre de mouvements, et bien après, tout leur schéma corporel peut être modifié. Voilà, donc pour Roger, il y a lieu de prendre en considération le plus tôt possible cet entraînement au déplacement donc, de la conscience, au regard intérieur et à l'objectivité.
dans la position. Et puis dans la position assise dans laquelle tu es, si tu commences à être un petit peu inconfortable et que tu as besoin de déplier un peu les jambes ou de changer le croisement des jambes, c'est le moment de le faire. Et si tu es bien comme ça, tu maintiens la position encore un petit moment, puisque le fait d'avoir écouté la respiration permet de stabiliser le mental. Et maintenant, tu vas laisser ton attention descendre et rester dans ton abdomen, un petit peu à l'arrière du nombril, comme on l'a fait la fois précédente déjà. Donc, tu viens t'installer au niveau du nombril, mais plutôt à l'intérieur du corps, 3 ou 4 centimètres à l'intérieur de ton ventre. Et tu viens t'installer dans cet espace-là. Là où va la pensée, va l'énergie. Même si tu ne ressens pas grand-chose, le simple fait de chercher, de mobiliser ton mental dans cette direction, il y a des choses qui se passent. Il y a des connexions neuronales qui se mettent en place. Et le chemin se construit progressivement. C'est une nouvelle compétence que tu es en train d'acquérir. Comme quand tu as commencé à écrire, tu n'as pas réussi du premier coup à écrire tout comme il faut. Et bien là, c'est pareil. Donc, on s'installe à l'arrière de l'ombilic. Et puis, tu laisses ton attention apprécier de façon sensorielle par tes ressentis l'ambiance de cette région du corps. Et peut-être même l'ambiance dans la totalité de ton corps lorsque ton attention est focalisée sur le caisson abdominal. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu vis lorsque ton attention est centrée sur l'abdomen et donc l'énergie dite vitale? Et puis la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, eh bien tu suis ce mouvement inspiratoire pour laisser ton attention remonter jusque dans la tête. Sans chercher quoi que ce soit, tu laisses juste ton attention se porter sur ce qui se passe dans la tête, sur l'ambiance dans la tête. Et une fois que tu es installé dans cet espace-là, observe la différence d'ambiance intérieure par rapport à tout à l'heure quand tu étais dans l'abdomen. Observe peut-être la différence dans la respiration. Est-ce que ta respiration est exactement la même? Ou bien est-ce que quelque chose a un petit peu bougé? Tu es ici donc dans l'ambiance psychique. Et donc, c'est précisément quand on veut rentrer dans un travail plus fin comme ça, d'observation de l'ambiance, que l'état d'objectivité est vraiment important. Si on laisse le mental prendre un petit peu le dessus, clac, il va mettre une teinte, il va mettre une interprétation, il va mettre quelque chose dessus. Alors que là, on veut juste être comme une pellicule d'un appareil photo qui, clac, reçoit ce qui est, sans agir dessus, sans le déformer. Il n'y a pas à raisonner, il n'y a pas à juger, il y a juste à se laisser imprégner par nos sens, qui sont nos moyens d'accès, en fait, à notre interaction avec le monde et avec la vie. C'est sensoriel. Donc, on se laisse imprégner de cette ambiance de la tête. Donc, d'abord l'ambiance du vital, l'ambiance physique, puis l'ambiance psychique au niveau du mental. Et puis maintenant, la prochaine fois qu'une expire se manifeste en toi, eh bien, tu laisses ta conscience descendre pour venir s'installer au milieu de la poitrine, derrière le sternum, dans l'espace du cœur. Et à nouveau, laisse-toi imprégner par l'ambiance dans cet espace, en minimisant tout effort volontaire. Tu te laisses bien imprégner de cette ambiance plus émotive. Et à nouveau, au mot émotif, il n'y a aucune connotation. C'est le monde des émotions. C'est pas ni bien ni mauvais. C'est.
Une fois que tu as trouvé le confort dans cet espace-là, eh bien, tu pourras peut-être observer que la respiration devient plus aisée, plus fluide, en tout cas au niveau des côtes, et qui se développe dans toutes les directions lorsque tu inspires, et qui se replie de toutes les directions lorsque tu expires, un petit peu comme si le cœur était le centre d'une roue, et que ça partait dans toutes les directions, et ça revenait de toutes les directions vers ce point central. Pour Roger Clair, c'est le véritable centre de l'être humain, le cœur. C'est ici que se situe le centre d'une roue, d'où partent les rayons qui conduisent la conscience dans toutes les directions. Et lorsque la conscience, dans un premier temps, sans qu'on fasse la pratique du yoga, n'est pas concentrée dans l'axe du moyeu, donc dans l'axe de la roue, dans le cœur, eh bien c'est la dispersion mentale. Ça part un peu dans tous les sens, on ne contrôle pas. Le vagabondage de l'esprit qui entraîne tôt ou tard la destruction de la personnalité, sans forcément aller aussi loin. En tout cas, on est beaucoup plus influençable, on est beaucoup moins stable parce que le mental part un peu dans tous les sens. À l'inverse, lorsque la conscience est fermement ancrée dans ce centre de l'être humain, le cœur, le yoga, par les techniques précises, donc gymniques, corporelles, on passe par le corps, eh bien, va développer cette conscience individuelle du soi, en lui donnant progressivement une autre dimension. Le but suprême du yoga, c'est d'amener cette petite conscience individuelle, du moi avec un M minuscule, en quelque sorte, à une telle expansion qu'elle puisse s'identifier à la conscience cosmique avec un C majuscule, et ne faire qu'un avec cette dernière, c'est l'image de la goutte d'eau avec l'océan. Voilà, les difficultés rencontrées couramment sont que cette ambiance est une ambiance très émotive et que un grand nombre des individus qui vivent parmi nous ont ce plan qui les domine. Ils en sont plus ou moins esclaves et ils subissent un petit peu les flottements, les variations de ces émotions en étant parfois complètement submergés par ces émotions. Donc c'est pourquoi dans la technique du yoga de l'énergie, on attache une grande importance, après avoir détendu le pratiquant, à le recentrer dans les 3 centres principaux qu'on vient de situer. Dans le ventre, la respiration basse, vitale, le centre de gravité du corps, celui qui nous enracine dans le concret, dans la matière. Tant que nous sommes en vie, nous sommes matière et nous appartenons à la terre. On est terre, on doit s'ancrer, on doit s'enraciner dans le concret. Bien sûr, c'est notre spécificité d'être humain d'appartenir à la terre, mais de chercher à s'élever et à s'ériger vers le ciel. Donc c'est le 2e centre dans la tête, pour se sentir au centre de commande, en tenant fermement le volant de cette merveilleuse machine humaine et développer donc le témoin objectif, c'est à ça que sert le mental. Et enfin, le 3e centre, c'est le centre de la poitrine, le centre de l'être humain qui développe la conscience au-delà de la limitation corporelle qui nous est imposée par un mental analytique restrictif. Le mental, il doit aussi être synthétique et pas juste analytique. Voilà, sans tomber dans le piège de l'imagination et de la projection, d'où cette notion d'objectivité. Ne pas analyser à tout va, mais ne pas non plus projeter et imaginer des choses. Il y a des tas de gens qui font des réflexions, qui vivent des expériences qui sont, la plupart du temps, juste des imaginations ou des projections, et non pas une expérience réelle. Voilà. Cette imagination maladive peut être le produit d'une émotivité exagérée et d'une sensiblerie qu'il ne faut pas confondre avec sensibilité. Donc voilà, l'ambiance vibratoire du cœur, le centre de l'être, et la paix, la joie, l'amour, la béatitude. Et pour y arriver, ça passe par l'objectivité de la pellicule photo qui reçoit, qui s'imprègne sans teinter. Voilà, on va revenir donc dans sa partie suivante, après ce recentrage un petit peu long. La partie suivante, c'est la respiration. Respiration, on va venir vivre un geste donc respiratoire assez ample pour remettre en place une respiration complète,
Lorsque l'expiration se manifestera en toi, eh bien, tu laisseras la tête s'enrouler et les mains venir à l'avant de ton corps, posées au sol, et tu t'abandonnes complètement, tac, dans cette polarité yin, relâchée. Et puis à l'inspiration, les mains passent sur le côté, viennent se mettre à l'arrière de ton corps, et tu inspires, je vais changer le point de vue, de manière à bien ouvrir en grand et à mobiliser les 3 étages de ta respiration, avec une respiration complète. Expire vers l'avant. Inspire. Et là, on a une respiration volontaire. On est en train de travailler. On ne cherche pas l'objectivité. On cherche à développer et à amplifier ce mouvement respiratoire. Donc le geste est un support qui nous aide en se repliant à bien rentrer le diaphragme, à bien vider, à rester un petit temps poumon vide pour sentir cette polarité de l'inertie. Et lorsque l'inspiration a besoin de se manifester, eh bien à nouveau tu viens remplir. Et là tu ouvres, et tu remplis pour sentir dans la suspension poumon plein cette polarité justement du plein, de l'expansion, de la tonicité intérieure, de l'élévation. Et tu reprends. Voilà. Et on continue encore. Cette respiration profonde, respiration complète, ample, qui est un vrai travail. C'est ce travail-là de chercher à amplifier dans un sens comme dans l'autre. À chaque fois que tu expires, essaie d'expirer un peu plus que la fois précédente. Et à chaque fois que tu inspires, essaie d'inspirer un peu plus que la fois précédente. C'est donc ce travail-là qui te permettra progressivement d'amplifier ton mouvement respiratoire et du coup de ralentir le rythme respiratoire. On a aussi un travail d'assouplissement de la cage thoracique et donc du mouvement du diaphragme. Et puis la prochaine fois que tu as expiré, quand tu te redresses, eh bien tu t'arrêtes, le tronc dans la verticale pour retrouver la position assise. Prendre un petit temps pour observer les sensations en toi. Après avoir mis en place donc cette grande respiration. Et puis reviens dans la perception de l'air qui entre et qui sort par tes narines. Dans un premier temps, cette respiration naturelle dans laquelle donc tu es juste témoin, observateur, observatrice de ce qui est, ce souffle réflexe. Et puis, à un moment donné, tu vas sortir du rôle de témoin pour venir agir un peu sur cette respiration. Et là, une fois encore, c'est un travail. Tu vas chercher donc à ralentir le débit respiratoire et inspiratoire, de manière à faire en sorte que les inspires et les expires soient plus longues. En respirant par le nez, comme si tu étais au-dessus d'une fleur dont tu voulais sentir les effluves, l'odeur, sans que les pétales ne bougent. Or, le pétale, c'est très léger. Donc, si tu inspires et que tu expires trop fort, eh bien, tu vas faire bouger les pétales. Donc, imagine que tu as une fleur sous le nez, que tu humes le parfum, à l'inspire et qu'à l'expire, tu laisses l'air ressortir, mais dans la lenteur. Avec un tout petit débit. Donc là, l'idée, c'est pas d'inspirer et d'expirer au maximum et au maximum, c'est juste de ralentir le débit. Donc si tu n'as pas un mouvement qui est d'une très grande ampleur, c'est pas grave.
Là, c'est d'avoir un contrôle sur le débit respiratoire. On ne cherche pas à inspirer avec amplitude, on cherche à respirer lentement, en filtrant l'air à l'entrée des narines. Et les poumons vont alors se remplir lentement et surtout vont développer toutes les alvéoles pulmonaires. Si ça va trop vite, parfois, ça ne se gonfle pas exactement comme il faut. Respirez longuement, lentement. La respiration se fait sans bruit, doucement, avec un minimum d'effort. Et du coup, les plans subtils qui nous composent en profondeur sont amenés à vibrer chacun autour de fréquences vibratoires de prana, donc ce phénomène d'énergie qui nous anime, et bien qui est spécifiquement le sien. Lorsque tu prends le temps de respirer comme ça dans la lenteur, chaque plan de conscience subtil peut justement s'alimenter avec la fréquence vibratoire qui lui correspond, alors que cette respiration trop rapide, eh bien, il n'a pas forcément le temps. Roger Clair nous dit que donc respirer longuement, lentement, doucement, finement, nous conduit à respirer de façon plus efficiente en véritable yogi. Voilà, et puis la prochaine fois que l'expiration sera terminée, tu laisseras 2 ou 3 respirations naturelles sans rien faire. Et puis, tu pourras progressivement quitter la posture assise. Alors, si tu es en position en tailleur, je t'invite d'abord avec les mains à t'aider à ramener les genoux, à les soulever, à bien tenir tes genoux et à poser tes jambes bien dans l'axe. Et ensuite, à maintenir éventuellement les genoux latéralement avant de les déplier. Pourquoi? Parce qu'on est resté longtemps dans cette position-là. Il y en a des systèmes entre guillemets de sécurité dans le corps qui se mettent en place. Et là, avec le relâchement, ces systèmes-là sont un petit peu détendus, puisqu'on a cherché justement le confort dans les genoux. Donc si je me déplie un petit peu trop vite, clac, et que je ne déplie pas mon genou forcément dans les bons axes, les ligaments ne sont pas forcément en place pour contrôler le mouvement, et je peux faire des petites luxations du genou. Et ça, on n'y tient pas. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Une fois qu'on est déplié, on va prendre un peu appui sur le dos, sur les coudes, et puis on va laisser vibrer un petit peu les jambes. Après les avoir laissées longtemps dans cette position, on remet un petit peu de mouvement, de vie. Voilà. On fait vibrer de plus en plus d'amplitude. On va même frotter un petit peu les pieds. Tiens. Hop, tac. Voilà. On va passer au 5e bloc de la séance, la partie posturale. La première des choses, eh bien, tu viens t'installer dans le tapis, les jambes tendues devant toi. Et on cherche donc cette position dite de Dandasana, où tu formes un L avec ton corps. Tac. Voilà. Si c'est pas possible, parce que l'idée c'est que le dos soit bien droit, comme tout à l'heure, eh bien déjà, tu peux prendre appui avec les mains pour t'aider. Voilà. Si c'est pas possible, eh bien, on a plusieurs solutions. La première, c'est que je plie un petit peu les genoux, ce qui me permet effectivement de libérer la tension dans ma chaîne postérieure et de pouvoir avancer. Ou bien, plan B, bloc. Je mets mon bloc sous les fesses, ce qui me permet d'être un peu surélevé et donc d'arriver à trouver cette position. Voilà. Donc dans cette position-là, inspire, les orteils viennent vers le visage, expire, ça part vers l'avant. Voilà, histoire de revenir mobiliser un petit peu les jambes avec cette flexion-extension des chevilles. Ce mouvement n'a l'air de rien, mais une fois encore, on cherche à vivre dans la lenteur, de manière, à sensibiliser ce qui se passe dans mes chaînes antérieures et mes chaînes postérieures, d'être présent à ce qui est en train de se passer. Et puis, mine de rien, ça stimule aussi la circulation d'énergie dans les méridiens d'énergie. Voilà. Ceci étant fait, ça c'était un petit rajout de ma part pour préparer la suite. Roger Clair, lui, nous invite à un autre exercice. S'asseoir sur le sol, les jambes tendues, l'une près de l'autre, sans qu'elles se touchent.
Mettre les mains en appui sur le sol de chaque côté du bassin, tac, pour redresser le buste verticalement. Voilà. Si les bras sont courts, on monte en appui sur les doigts, ou bien on met un petit bloc, peu importe. Voilà. On maintient dans un premier temps la position, ce qu'on vient de faire. Donc, avec les ajustements que je t'ai proposés, soit les genoux pliés si c'est pas possible d'avoir le buste vertical, soit le bloc. Et première des choses, c'est à nouveau fermer les yeux et on maintient la posture en cherchant l'aisance. On cherche donc la fermeté dans la posture, mais en même temps, on reste détendu. Et puis, à un moment donné, à la fin d'une inspiration, on va laisser la jambe gauche se lever et le buste va partir un petit peu vers l'arrière de manière à former un angle droit entre la jambe gauche en fait, et le buste. Et on repose. Et on reprend. Inspire et je repose à l'expire. Voilà, pour sentir, on n'a pas besoin de lever très haut. On ne cherche pas vraiment à lever très haut, sinon on va s'arrondir. On cherche juste à maintenir cet angle droit entre le buste et la jambe gauche. Donc je laisse les coudes se plier un petit peu et hop. Voilà, et puis à un moment donné, quand tu te sens prêt, eh bien ta jambe gauche se soulève et en poussant sur les bras, tu cherches à ramener le buste à 90 degrés avec la jambe droite du coup. Et là, il faudra peut-être plier un petit peu le genou. Voilà. On reste 2 ou 3 respirations, on repose. Et on reprend. D'abord, à l'inspire, je lève ma jambe gauche, je laisse mes coudes se plier un petit peu pour faire l'angle droit entre ma jambe gauche et le buste. Et puis, je plie peut-être un peu mon genou droit pour pousser mon buste vers l'avant. Et revenir travailler ce mouvement de flexion. Et puis, je repose. Et je reprends, ainsi de suite, progressivement, dans la lenteur, ce mouvement, ce petit exercice d'assouplissement de l'articulation de la hanche et dans le bassin. Et le but, donc, c'est de répéter ce mouvement pour pouvoir l'exécuter correctement et ainsi prendre conscience des muscles intéressés. C'est une façon de les développer et d'en acquérir la maîtrise. Donc, toujours pareil, inspire, je plie un peu les coudes, ma jambe gauche se soulève. Expire, si j'ai la souplesse, eh bien, je garde la jambe droite tendue et je pousse mon buste vers l'avant pour faire le 90 degrés entre ma jambe allongée au sol et le buste. Et si je n'ai pas la souplesse, je plie un petit peu le genou. Voilà. On prend un petit temps pour s'arrêter, comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. Si c'est nécessaire, je reviens un peu en appui sur mes coudes, je secoue un peu mes jambes. Parce que bien sûr, il faut faire l'autre côté. Allez, on s'installe, on retrouve la position, donc d'abord à 90 degrés, entre les jambes et le buste. Et puis à l'inspiration, la jambe droite va se soulever, les coudes se plient un petit peu. À l'expire, ça repose. On cherche d'abord le geste, on y va toujours progressivement. À l'inspire, hop, expire, ça revient. Profitant pour prendre conscience, en faisant ce geste dans la lenteur, de la modification de tes points d'appui sur tes ischions, sur les mains. De la manière dont ton corps se place dans l'espace quand tu fais ce mouvement-là. Et puis la prochaine fois que ta jambe sera en l'air, eh bien à l'expiration, hop, tu te repousses vers l'avant, quitte à plier un peu la jambe gauche, pour retrouver le 90 degrés entre ton buste et la jambe qui est au sol. Et puis tu reposes tranquille, un cycle respiratoire de récupération si c'est nécessaire. Et on reprend. Dans le même ordre, à l'inspiration, je plie un peu les coudes, la jambe droite se soulève. À l'expiration, je me repousse un peu vers l'avant. Et je tâche de vivre cette posture, si c'est possible. Quand ça devient trop physique, trop difficile et que tu perds la qualité énergétique, tu reposes, tu relâches les muscles, tu prends un cycle respiratoire de récupération et tu reprends. On répète, on répète, on répète, on répète. Comme tout, on fait des gammes. Et c'est la répétition qui va progressivement amener l'aisance, la conscience, la finesse, qui permettra ensuite de passer à des degrés de fonctionnement plus fins, plus subtils. Voilà, on y va progressivement. On n'a pas besoin d'aller très haut, on n'a pas besoin de le faire vite. Voilà,
Progressivement, on découvre le geste, on découvre les sensations, on découvre ce qui est mobilisé dans le corps. Allez, une dernière fois. En cherchant à chaque fois à mettre de plus en plus d'aisance dans ce mouvement. À vivre la posture et non pas à la tenir avec une respiration qui reste calme, tranquille. Et quand ça tremble un petit peu trop de partout dans le corps, eh bien tu reposes. Tu pourras venir en appui sur les coudes, secouer encore un petit peu les jambes. Et venir à quatre pattes. Quatre pattes, donc, dans un premier temps, j'appelle le quatre pattes cube. Hop, ouais, ça rentre. Où les mains sont bien dans l'aplomb des épaules et où les genoux sont bien dans l'aplomb des hanches. Et une fois que tu es dans cette position, hop, tu pivotes un petit peu sur les orteils. Là, les orteils sont sortis. Tu pivotes sur tes orteils pour les accrocher au sol. Le genou s'est décollé du sol. Tu reposes le genou au sol et tu remets les orteils à plat. Et pareil pour l'autre côté. Tic, tac. Tu vérifies que tes épaules sont bien restées au-dessus des mains. Tu accroches les orteils dans le sol. Et à la faveur d'une expiration, tu vas déplier la jambe gauche. Inspire immobile, déplie la jambe droite. Inspire immobile dans la planche. Et expire, tu reposes les deux genoux au sol. Et on reprend. Inspire, je déplie ma jambe gauche. Oui, bon, je me suis emmêlé les crayons. Expire, on déplie la jambe gauche. Inspire immobile, expire, je déplie la jambe droite. Inspire immobile, expire, je repose. Voilà. On bouge sur expire, on est immobile sur inspire. Voilà, pour venir trouver cette sensation donc de la planche. Planche donc dans laquelle on vient s'étirer et non pas monter. Je monte par mon bassin, ce sont mes jambes qui s'étirent dans cette position-là. Voilà, et puis à un moment donné, eh bien, Roger nous demande donc de tenir la posture, le bassin maintenu en place fermement. Tu vois, les talons, ils poussent bien vers l'arrière, ils ne sont pas partis un peu vers l'avant, les jambes sont bien tendues. On respire lentement, la conscience parcourt le corps de l'extrémité de la tête jusqu'aux pieds. Donc dans la posture, on fait ce mouvement de rotation de la conscience. À l'expire, ça descend depuis la tête jusqu'au bout des pieds, et à l'inspire, ça remonte. Dès que le moindre tremblement se manifeste, tu poses les genoux au sol, tu récupères un petit peu. Si tu as besoin de reposer tes coudes pour soulager tes épaules, tu peux le faire. Voilà. Et puis ensuite, tu reprends. On est dans le bloc tonification. Voilà, avec toujours pareil, donc ce mouvement de la conscience qui monte, qui descend, qui monte, qui descend sur le fil du souffle. Prochaine fois qu'une expiration se manifeste en toi, tu reposes les genoux au sol. Tu prends la petite position de récupération qui t'est bénéfique et qui t'est nécessaire là maintenant. Et puis on repartira dans la planche avec une petite variante. Une fois que tu as trouvé ta position, le bassin bien stable, en inspirant, tu laisses la jambe gauche se soulever un petit peu et tu maintiens le bassin en place. Ça ne part pas comme ça. C'est juste, je soulève un petit peu la jambe, le bassin est bien stabilisé. Il n'y a pas beaucoup de mobilité, mais lorsque c'est fait comme il faut, c'est très puissant pour l'articulation. Et on reprend. Inspire, je lève la jambe droite. Petit temps de pause pour mon plein. Expire, je repose la jambe droite. Petit temps de pause pour mon vide. Inspire la jambe gauche. Temps de pause à plat. Expire, je repose. Temps de pause à vide. Et ainsi de suite.
Si, toujours pareil, il y a besoin de récupérer sur une expiration, tu redescends, tu te poses. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on a encore une petite variante. Donc on est dans la planche. Inspire, je lève ma jambe gauche. Expire, je plie les bras. Inspire, je remonte. Expire, je repose ma jambe gauche. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je repose la jambe. Et ainsi de suite. Là, c'est pour ceux qui ont envie de se challenger un petit peu. On est vraiment dans ce travail de tonification. C'est pas indispensable. Si les bras ne veulent pas aller jusqu'en bas, on peut juste commencer par simplement les deux pieds au sol, juste fléchir un petit peu et remonter. Voilà, on y va progressivement, c'est toujours pareil. Mais si on est à l'aise et que le corps est bien tonique, ou bien en accord avec la trame énergétique, eh bien, ça se fait tout seul. Parce que c'est la respiration qui fait le job. J'inspire, la jambe s'élève toute seule. Expire, ça descend. Inspire, ça monte presque sans effort. Expire, ça redescend. Et ainsi de suite. Voilà, tu prends le soin de terminer le cycle que tu as commencé. Et lorsque tu auras terminé, tu viendras t'installer enfin en Shavasana sur le dos. Pour le retour au calme final. Voilà, donc tu prends le soin et le temps de bien te déposer dans le tapis, de retrouver la détente. Tu peux savourer la fin de ces efforts. Voire même pour aider, pousser 1, 2 ou 3 soupirs pour aller plus loin dans la détente. Mon prof de médecine chinoise nous disait que le soupir est pour le corps énergétique ce que le massage est pour le corps physique. Donc quand tu soupires, dis-toi que tu offres un bon massage à ton corps énergétique. Donc n'hésite pas régulièrement à laisser sortir. Voilà, et bien posé donc à plat dos, en détente, ramène tes perceptions sur la sensation de ta respiration. État de témoin objectif, tu viens juste observer ce qui est. Et pour faciliter ça, tu mobilises une partie de ton attention en détente sur le frontal. Donc tu viens observer ce qui se passe au niveau de ton plan frontal. Là, on est vraiment dans le jargon du yoga de l'énergie. Voilà, revenir sur le frontal, c'est laisser le corps retrouver tout ce qui se fait de manière réflexe en nous. C'est un petit peu comme si tu retirais toute ta conscience, toute velléité du corps, que tu le concentrais là-dessus, pour que tout le système naturel, animal en nous, en fait, puisse reprendre le contrôle. Et ce système nerveux qui est en nous, il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Il sait parfaitement comment il doit nous faire respirer, etc., etc. Voilà, donc le fait de venir sur le frontal permet justement de laisser toutes ces activités automatiques, ce système nerveux parasympathique reprendre le contrôle et la régénération. Toi, ton travail principal consiste à rester vigilant, présent, sans crispation, sur cette ambiance du frontal et sur l'air qui entre et qui sort par tes narines. Et si tu es à l'aise avec cette proposition que je te fais maintenant, donc observation à la fois
de ta respiration et du plan frontal. Si tu es à l'aise avec ça et que tu arrives à mobiliser encore une partie de ton attention sur un autre espace, eh bien, je t'invite à venir observer ton ambiance intérieure générale à l'issue de cette séance. Comment est-ce que tu te sens sur les 3 plans de ton être, physique, émotionnel et mental? Qu'est-ce qui a changé en toi par rapport au début de la séance? Qu'est-ce qui est différent? Et puis tu pourras laisser ta conscience reprendre ce mouvement du regard intérieur à l'expiration, partir depuis le frontal jusqu'au plancher pelvien, en bas de la colonne vertébrale, sous les parties génitales, et à l'inspiration, remonter jusqu'au frontal. Toujours pareil, bien posé sur le fil du souffle, tu adaptes ta vitesse de déplacement intérieur avec la réalité de l'amplitude de ton souffle naturel. C'est ça la grande difficulté, c'est que le mental ne vienne pas agir pour chercher à ralentir le souffle ou l'accélérer, mais juste à venir poser ce mouvement mental intérieur sur la réalité du souffle. Ça sera le moment de conclure cette séance. Si tu as encore du temps devant toi et que tu es bien dans cet espace-là et que tu as encore envie de travailler, eh bien tu peux continuer le temps qui te sera nécessaire. Et pour ceux qui éprouveront donc le besoin de refermer la séance, eh bien la prochaine fois qu'à la fin d'une expiration, tu es arrivé dans ton espace de l'abdomen, tu y restes. Et tu te laisses une fois encore imprégner par cette ambiance abdominale, l'ambiance donc du vital, du physique, cette énergie physique dont les centres énergétiques vont régir le corps de chair. Et observez donc que intérieurement, cette ambiance eh bien, est un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle. Et puis toujours les yeux fermés, toujours présent à ce monde intérieur, tu recommences à prendre contact avec le monde extérieur, la luminosité à travers tes paupières closes, les bruits environnants, la température, la perception du sol. Voilà. Et puis quand tu seras prête, slash prêt, eh bien tu pourras sur une inspiration rouvrir les yeux pour reprendre un contact avec le monde extérieur, te préparer à retourner interagir avec ce monde extérieur sans perdre de vue ton monde intérieur qu'on vient de travailler de manière assez intense aujourd'hui. Et puis pour quitter la position, eh bien, tu pourras t'étirer, rouler sur un côté, faire les gestes que ton corps te réclame pour revenir dans le concret, dans la matière. Après avoir travaillé sur des plans plus fins, il est important de revenir à du physique. Ça peut être la planche, comme on vient de la faire, le guetteur, ça peut être un V inversé, ça peut être plein de choses, des torsions, le chat-chien, voilà, ce que ton corps te réclame après ce temps passé sur le dos, pour retrouver de la fluidité de mouvement et te préparer donc à vivre le reste de ta journée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prochaine session dans 15 jours. Bye bye.